On va accueillir notre premier invité. En tant que chef de bureau d'appui à l'activité de l'état-major, il définit, il met en œuvre la politique de maintien en condition opérationnelle des avions, des hélicoptères et des radars de l'armée de l'air et de l'espace. Je vous demande d'accueillir le colonel Jordi Verger. Avec un contexte géopolitique qui impose un changement de paradigme pour le MCO, pour l'armée de l'air et de l'espace. Il va nous expliquer tout ça. Donc il faut créer un modèle qui garantit l'ascendant d'une nouvelle ambition, celle du MCO de combat. Bon, colonel, vous avez une télécommande juste en dessous, si vous souhaitez passer les différents slides, et vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, bonjour. J'ai l'honneur d'ouvrir ce forum consacré à la maintenance. Donc, je note qu'il a le bon goût comme une campagne réussie, il commence avec l'armée de l'air et les opérations qui en découlent. Plus sérieusement, je vous remercie de cette tribune pour présenter le maintien en conditions opérationnelles dans l'armée de l'air, qu'on qualifie maintenant de MCO de combat, et pour vous expliquer pourquoi ce MCO évolue dans le contexte actuel. Donc, avant d'entrer dans le vif de cette présentation, je me permets de présenter rapidement mon parcours, puisque je vois qu'il y a des jeunes, donc c'est aussi intéressant d'apporter un petit témoignage personnel et professionnel. Donc j'ai débuté ma carrière comme officier technique en escadron de chasse, donc j'encadrais le personnel technique, j'avais la responsabilité de la disponibilité d'une vingtaine d'avions de chasse, donc c'était l'escadron Alsace, et je partageais mon temps entre la métropole, l'Afrique et différents pays. Donc c'était une période assez exaltante. Ensuite, j'ai eu la chance de commander des unités de maintenance importantes. Donc j'ai commandé l'unité en charge de la maintenance et des avions ravitailleurs de l'armée de l'air. Donc c'était 14 Boeing C-135 ravitailleurs, 400 techniciens, des chaînes de maintenance, un centre de formation, un centre logistique, des contacts avec un industriel. À l'époque, c'était Sabena Technics pour entretenir ces avions, qui avait pour mission d'assurer le soutien le ravitaillement en l'air des avions de chasse, que ce soit dans le cadre de la posture de dissuasion nucléaire ou pour toute opération de l'armée de l'air. J'ai également commandé la base aérienne d'Orange, donc où étaient stationnés des avions de chasse, des hélicoptères, des unités commando, où on avait des radars qui tournaient, donc tout ce matériel, il fallait l'entretenir pour ces missions. Et enfin, aujourd'hui, je suis un état-major et j'ai occupé des postes en direction technique, en particulier au service industriel de l'aéronautique, qui est présent ici et qui est un service industriel qui entretient beaucoup d'appareils, des hélicoptères, des avions de patrouille maritime, des avions de chasse, des avions de transport au profit des 3 armées. Voilà, donc ce parcours, il m'a permis de comprendre et il me permet d'être un ambassadeur en fait de ce qu'est le MCO dans les armées et pourquoi on fait du MCO, pourquoi on entretient nos matériels et quels sont les enjeux pour l'armée de l'air. L'armée de l'air, donc, elle doit accomplir des missions qui dépendent du contexte géopolitique mondial et il ne nous a pas échappé qu'actuellement, on a une évolution qui est marquée par une compétition accrue entre les États. On parle de contexte de désinhibition de la violence, des confrontations de plus en plus marquées. La guerre est de retour en Europe. Il y a quelques décennies, en fait, les armées françaises intervenaient déjà en Afrique ou dans d'autres pays pour faire de la lutte contre le terrorisme. Elle était dans une logique expéditionnaire. Souvent, elle s'opposait à des pays ou à des forces qui n'avaient pas autant de puissance qu'elle. On parlait d'asymétrie. Donc ça, ce modèle, il est révolu maintenant. On doit imaginer des possibilités de combat et d'affrontement avec des puissances au moins équivalentes aux nôtres. Et donc ça impose un vrai changement de modèle du MCO dans tous les domaines et pour tous les acteurs. En fait, il faut qu'on ait la capacité d'avoir des matériels disponibles pour
s'engager dans des opérations importantes qui peuvent être longues, qui peuvent être violentes. Il faut qu'on soit capable de résister à un premier choc, à un premier affrontement, mais aussi il faut qu'on soit capable de durer et de gagner surtout. Donc une fois posé ce cadre général, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est le MCO dans l'armée d'air et ce qu'il représente. Donc le maintien en condition opérationnelle, donc je rappelle, donc c'est l'ensemble des activités de soutien qui concourent à ce que les matériels soient disponibles et soient aptes à fournir le service attendu pour nos missions. Et ce, en tout temps, en tout lieu, et quel que soit l'âge du matériel. C'est un point important. Et quel que soit le contexte, que ce soit dans un contexte sécuritaire fort, que ce soit dans un contexte sécuritaire dégradé, ou que ce soit dans une situation de guerre. Donc pour l'armée de l'air, le MCO, eh bien, c'est un élément qui est vraiment déterminant de sa performance. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la performance d'une armée? Eh bien, c'est, en tout cas pour l'armée de l'air, c'est la réussite de ses missions permanentes, donc la dissuasion nucléaire, la protection de notre espace aérien national, sa défense, la préparation au combat de nos aviateurs, de nos pilotes, qui soient capables de travailler en coalition, ou la capacité à répondre de manière très réactive pour des missions de soutien de nos populations, par exemple quand il y a un cyclone à La Réunion, où eh bien, on a des avions de transport qui vont apporter de l'aide aux populations de nos DRONCOM. Donc dans l'armée de l'air, eh bien, le MCO, qu'est-ce que ça représente? C'est une multitude de flottes, à peu près 400 avions, très divers, 110 avions de chasse type Rafale, 70 Mirage 2000, des avions de transport, 26 A400M, des avions de transport américains, Hercule C-130, des CASA, qui sont des avions de transport plus petits. On a des hélicoptères, une quarantaine de Fennec, une vingtaine de Caracal. On a des AWACS, ce sont des avions radars. On a 15 MRTT, des avions multirôles ravitailleurs. Une dizaine de drones. Et on produit à peu près 167 000 heures de vol. Et donc tout ça, c'est un parc qui est extrêmement hétérogène. Donc des flottes modernes, le Rafale, des flottes anciennes. On a encore des Pumas, on a retiré de service les C-135 il y a quelques mois seulement. Au point de vue des effectifs, pour l'armée de l'air, c'est un quart de ces effectifs qui est consacré au MCO. Donc on a des techniciens, on a des ingénieurs. Et, puisqu'il faut aussi en parler, d'un point de vue financier, eh bien le MCO, ça représente 70% des 3,5 milliards qui sont consacrés au budget de fonctionnement de l'armée de l'air. Donc, l'armée de l'air, comme le dit le chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est une brique stratégique essentielle au service de sa puissance militaire. C'est une réelle capacité. Le MCO, c'est un écosystème qui est complexe et qui regroupe une multitude d'acteurs que je représente sur cette diapositive. Donc au premier titre, vous avez les armées. Alors, je ne sais pas s'il y a... Donc, armée de l'air, armée de terre, marine. Donc on les regroupe sous le vocable d'autorité d'emploi. Donc c'est les armées, elles sont responsables de l'emploi de leur matériel. Bien sûr, ce sont, d'un point de vue industriel, ce sont ce qu'on appelle des maîtres d'ouvrage. Donc c'est ceux qui décident comment on va entretenir les matériels. C'est eux qui allouent les crédits. Et les armées, ce sont aussi des maîtres d'œuvre. C'est-à-dire que dans les armées, il y a des techniciens qui font de la maintenance, donc en ligne. On appelle ça le NSO, le soutien opérationnel. Donc on fait de la mise en œuvre de maintenance, on fait de la réparation sommaire, et tout ça pour nous garantir de la réactivité et de l'autonomie. Dans cet écosystème, il y a aussi la délégation générale pour l'armement, la DGA. Elle a la responsabilité, bien sûr, de conduire les programmes d'armement, et elle construit le système de soutien qui suivra le matériel tout au long de sa vie. Vous avez la DMAE, la direction de la maintenance aéronautique, qui, elle, est maître d'ouvrage délégué pour les états-majors. Donc cette direction, elle a principalement en charge l'établissement des contrats
entre l'État et les industriels en charge du soutien de nos matériels. Bien sûr, vous avez les industriels, donc, qui, eux, réalisent de la maintenance lourde, qui font des visites d'entretien de nos avions. Ils réalisent aussi des tâches de logistique de plus en plus. C'est chez les industriels que réside aussi le principal foyer où se trouve l'expertise technique, qui est un élément essentiel pour entretenir nos matériels. Et donc, chez les industriels, on retrouve bien sûr les constructeurs, on retrouve les grands maintenanciers et le SIAE, que j'évoquais tout à l'heure, qui est une industrie étatique, donc qui fait de la maintenance aéronautique, qui fait de la conception, qui est capable de faire évoluer nos matériels sur 5 sites principaux et qui est un élément vraiment important dans l'industrie aéronautique et dans le MCO militaire français. Et pour chapeauter tout ça, vous avez aussi la direction de la sécurité aéronautique d'État, puisque le milieu aérien, eh bien, c'est un milieu qui n'est pas adapté aux activités humaines, et donc on a des règles de sécurité qui sont extrêmement exigeantes. En particulier, toutes les règles de maintenance et d'entretien des matériels s'appuient sur des règlements de la navigabilité. Et donc la DSAE, c'est un peu la direction de la sécurité aéronautique d'État, a ce rôle d'établir les règles de navigabilité. Donc tout cet écosystème fonctionne avec des relations, donc, soit de partenariat, soit de contrats, bien sûr, des adossements, donc des rapprochements entre l'industrie et les armées, et des partenariats. Maintenant, je viens au vif du sujet. Pourquoi on parle de MCO de combat? En fait, pourquoi le MCO doit s'adapter? Je vous l'ai dit, il y a un pivot stratégique, et donc on doit passer dans une logique. Alors, le motto, c'est un peu de dire, on passe d'une logique de contrat à une logique de combat. Alors, pour comprendre ça, on va faire un peu d'histoire. Au cours des dernières décennies, on était dans une logique il fallait tirer profit un petit peu des dividendes de la paix. On avait un contexte sécuritaire qui était celui que je décrivais tout à l'heure. Et donc le MCO aéronautique, lui, il s'était consolidé autour d'une stratégie contractuelle qui privilégiait finalement les économies et l'efficience. Il fallait il fallait faire des économies, ne pas dépenser trop d'argent pour nos armées, en simplifiant et en caricaturant un petit peu. Donc, sous la responsabilité de l'ADMAE, cette approche se basait principalement sur une logique de verticalisation des contrats de maintenance et des contrats de MCO sous le pilotage d'acteurs ou d'industriels réduits. Il fallait imaginer, par exemple, pour entretenir un parc de Rafale, on avait plus d'une dizaine de contrats qui ont été regroupés en 3 gros contrats. Donc un contrat confié à Dassault, un contrat confié à Safran pour le moteur et un contrat confié au SIAE pour réaliser certaines visites et certains entretiens sur le moteur. Donc l'idée, c'était de concentrer sous la responsabilité d'un unique responsable, mais finalement les objectifs de performance du MCO. Ça s'accompagnait avec un investissement fort, et le but, c'était cette responsabilisation de l'industriel, la capacité de lui donner de la vision à long terme. Eh bien, ça permettait des économies d'échelle et d'avoir des contrats plus efficients. La contrepartie, c'est qu'en fait, on limitait les leviers d'action et principalement, eh bien, on faisait une corrélation très forte entre l'engagement financier et l'activité aérienne produite par ces contrats. Maintenant, avec l'évolution du contexte, on se rend compte que ce modèle, eh bien, il faut qu'il évolue. Il faut qu'il évolue vers une logique très contractuelle. On avait une efficacité contractuelle très forte vers une efficacité opérationnelle. On ne peut plus se satisfaire, en fait, d'avoir comme seul levier, eh bien, la réduction ou l'augmentation de l'activité. En fait, on voit qu'on a d'autres exigences. Et pourquoi ces exigences? En fait, c'est pour répondre aux enjeux de la haute intensité. Alors la haute intensité, c'est
c'est les conditions d'engagement de nos armées qui se caractérisent d'une part par des conditions de combat plus dures et une accélération du temps de décision et un besoin d'adaptation très fort. En fait, il s'agit de générer, avec une réactivité accrue, je l'ai dit, plus d'activité pour entraîner nos pilotes, pour répondre aux opérations, plus de masse. En fait, il faut qu'on ait des moyens, qu'on puisse aligner un certain nombre d'avions pour réaliser nos missions, et qu'on dispose également de la capacité de disperser nos moyens. Ça, on revient à des principes, on profite du retour d'expérience de ce qui se passe en Ukraine, on imagine d'autres types de conflits que ce qui se faisait avant, et donc il faut qu'on imagine la capacité de disperser nos avions pour éviter qu'ils soient trop vulnérables. Donc l'armée de l'air, elle s'est déjà engagée dans cet état d'esprit, et elle s'est mise en ordre de marche. Donc elle a changé ce qu'on appelle la chaîne technico-opérationnelle, c'est-à-dire son organisation interne. Elle a rapproché en fait la chaîne technique de la chaîne opérationnelle au sein d'escadrons, au sein d'escadres, pour avoir une capacité et des cycles de décision plus rapides. Elle a procédé à une réacculturation des aviateurs à la gestion du risque. Donc ça passe par un besoin de valoriser l'expertise à tous les niveaux. Alors qu'est-ce qu'on appelle réacculturer la gestion du risque ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut en permanence être capable de mettre en balance les enjeux de sécurité et les enjeux opérationnels. Il faut que nos techniciens soient capables, à partir sur un fait technique qui se produit, ils doivent être capables d'estimer si la manière la plus optimale de répondre à ce fait technique, soit réparer, soit laisser en l'état, soit proposer des mesures opérationnelles aux chefs politiques pour continuer sa mission. Une autre piste, c'est la navigabilité, donc un corpus réglementaire qui était très lourd. Et donc, on passe d'une navigabilité normée à une navigabilité gérée, c'est-à-dire qu'on est capable de déroger et d'aller dans des mesures de déviation, faire usage de la gestion de risque opérationnel et, bien sûr, faire des rapprochements avec l'industrie. Tout cela, on le confronte à des exercices et des entraînements particuliers. Donc, des exercices Orionis où on s'entraîne avec les industriels pour définir des solutions de réparation dans un mode de combat, des exercices de déploiement de nos escadres et de nos avions, et des exercices de déploiement Pégase à longue échéance. Bien sûr, les ressources, elles sont toujours comptées, donc, et on ne peut plus éviter des hypothèses d'attrition. Donc, comme je disais, en permanence, on doit évaluer l'équilibre entre la sécurité, la performance et les enjeux opérationnels. Et donc, ce changement d'état d'esprit, il nécessite d'acculturer tous les acteurs, notamment les industriels, pour fournir aux armées des outils d'aide à la décision dans le cadre de la GRO, par exemple. C'est des outils qui permettent de dire, voilà, si vous laissez ce défaut sur un moteur, eh bien, vous prenez tel risque à l'exploiter. On ne demande pas à l'industriel d'endosser tout le risque, mais les armées le partagent. Donc, en conclusion, en fait, le MCO de combat, en fait, on doit penser au combat collectivement. Et on a 4 lettres là qui sont... il faut que le MCO il soit flexible, c'est-à-dire que finalement, on fera la guerre qu'on n'a jamais prévue. Donc, le contrat ne sera jamais totalement adapté. Donc, il faut qu'il nous donne des marges de manœuvre. Il faut qu'il soit engageant. Donc, on partage les risques entre l'industrie et les armées. Les armées, en fait, ne demandent pas à l'industriel de porter les risques, elles demandent juste d'être conscientes du risque pour pouvoir décider de l'emploi ou pas de ces matériels. Il faut que le MCO soit robuste, c'est-à-dire qu'il puisse agir en mode dégradé, et enfin, il faut qu'il soit soutenable. Comme tout état-major, bien sûr, on décline ça dans des lignes d'opération, donc on s'est lancé dans des grands axes de travail, donc 5 lignes d'opération qui regroupent finalement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la première ligne, donc, pour donner au chef opérationnel les moyens de décider rapidement et de maîtriser ses risques, eh bien, ça passe par l'optimisation de la chaîne technico-opérationnelle.
la réappropriation de la culture du risque et de la GRO, le renforcement de l'expertise technique et l'évolution du cadre réglementaire. La deuxième ligne, disposer d'acteurs de MCO formés aux exigences de la HI. Donc ça, c'est l'enjeu RH qui est très important. Donc c'est bien sûr former nos personnels, formation initiale et continue, les entraîner au cours d'exercices. La troisième ligne, bien sûr, c'est être un accompagnement des technologies nouvelles. Il faut qu'on dispose de systèmes d'information fiables, résilients, surtout que nos systèmes sont de plus en plus numérisés. Donc ça, c'est un enjeu très fort pour nos armées. Et il faut qu'on intègre aussi des nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de travail, nouvelles méthodes d'ordonnancement de nos visites, et qu'on remonte le concept de réparation de circonstances, que ce concept remonte en puissance dans les armées. La ligne 4, donc ça c'est interne au ministère, c'est une évolution de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on remet le besoin opérationnel au centre des décisions et de l'ingénierie contractuelle. Et enfin, la ligne 5, la fédération, c'est rapprocher le soutien opérationnel et industriel et bien sûr faire des partenariats avec les industriels, mais aussi avec les forces armées étrangères, puisqu'on a des matériels on peut avoir des communautés avec soit sur les matériels, soit des pays qui utilisent nos matériels pour faire que par exemple des militaires d'autres armées puissent réparer nos avions quand on se déploie. Voilà, j'ai terminé mon propos. Merci beaucoup, colonel. En fait, quelque part, votre présentation, elle fixe un peu le cadre de notre réflexion. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on change de paradigme. Il faut réfléchir différemment. Et la dimension de collectif qui a été évoquée ce matin depuis l'introduction est la même qui préside aujourd'hui au MCO de combat. Merci beaucoup, colonel.